Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models. On va s'intéresser aujourd'hui à la blockchain. On en parle beaucoup dans les médias, mais les applications concrètes dans notre vie quotidienne sont encore peu nombreuses. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter un entrepreneur qui s'attaque à ce sujet. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le CEO de Blockpulse. On va revenir sur votre activité un peu plus loin au cours de l'émission. Vous avez mis au point une solution pour essayer de disrupter, comme on dit en bon français, de révolutionner l'univers financier grâce à la blockchain. Ouais. Absolument, on a une solution qui permet de digitaliser toute la gestion actionnariale en fait, qui se base sur la tokenisation d'actifs financiers. On va y revenir, mais auparavant, dans cette rubrique actualité, on aime bien dézoomer et prendre un peu de hauteur et s'intéresser à ce qui a marqué cette année en termes de blockchain. On va se contenter du secteur financier pour cette émission. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Alors, il y a eu un gros mouvement post la première vague d'ICO qui s'est un peu finie fin 2018. ICO, il faut rappeler ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas spécialiste. Absolument. Alors les ICO, c'était vraiment la première application, la killer app, comme on dit, d'Ethereum en fait, qui a permis de financer des projets de façon décentralisée sur Internet. C'était comme des mini-introductions en bourse en fait. Exactement. C'était la ça permettait de lever de l'argent sans avoir les contraintes d'une introduction en bourse réglementée. Absolument. Alors l'avantage de ce mécanisme, c'était comme du crowdfunding ou une introduction en bourse de façon décentralisée sur Internet. Les désavantages de ce procédé, c'est que c'était absolument pas réglementé. Donc il y a eu une bulle et il y a eu beaucoup de cases derrière. Mais ça a permis à beaucoup de gens, à beaucoup d'acteurs, notamment des entrepreneurs et le régulateur, de se saisir de ce sujet-là et de cette technologie en fait. Et aujourd'hui, on arrive sur des applications beaucoup plus réglementées, beaucoup plus travaillées, on va dire. Et il y a énormément d'actualités sur ces sujets-là. Pour moi, les gros sujets qui ont marqué l'actualité cette année, c'est notamment ce qu'on appelle les stablecoins. Alors, c'est quoi les stablecoins ? C'est des crypto-euros, des crypto-dollars, en fait, qui permettent d'utiliser la blockchain pour transférer de l'argent sans être exposé à la volatilité d'un bitcoin ou d'un ether. Voilà, c'est des devises stables, en bon français. Oui, c'est ça, absolument. Et qui sont avec un sous-jacent, c'est-à-dire une contrepartie de devises fiat réelles, c'est-à-dire comme l'euro, vous le disiez, ou le dollar. Oui, absolument. Alors, il y a différents types de stablecoins. Il y a des stablecoins qui sont collatéralisés dans des banques, où il y a eu une actualité riche sur ce point. Et puis là, encore plus récemment, il y a des stablecoins qui commencent à être collatéralisés avec des cryptos dans des smart contracts de façon totalement décentralisée, donc sans même tiers de confiance pour stocker l'argent, entre guillemets. Mais c'est quoi l'intérêt plutôt que d'utiliser ses dollars ou son euro ? C'est vraiment de pouvoir s'affranchir de tout tiers de confiance, en fait, ce qui est vraiment de pousser le web décentralisé au maximum. Et donc sur les stablecoins, au niveau des actus, il y a eu évidemment Facebook qui a annoncé le Libra qui aurait pu devenir, en fait, si le projet a vu naissance, devenir du jour au lendemain, en fait, la première monnaie utilisée au niveau mondial, puisqu'avec ses 1 milliard d'utilisateurs, ça aurait été une monnaie incroyablement puissante. Alors ça aurait pu devenir cette première devise internationale s'il n'y avait pas eu ce tir de barrage des États via les banques centrales qui ont crié au loup en disant attention, on risque de nous déposséder finalement d'un pouvoir essentiel pour le fonctionnement des États, celui de battre monnaie. Oui, absolument. En fait, c'est aussi ce qui a réveillé un petit peu aussi les régulateurs et les États, c'est ce risque systémique que la blockchain peut entraîner, et notamment un risque de perte de souveraineté de la monnaie. Mais à chaque fois qu'on a des innovations comme ça, souvent on a une période un peu de crainte, et puis derrière, ça permet de construire des choses plus solides. D'ailleurs, depuis, les banques centrales se sont emparées du sujet pour essayer de produire, délivrer leur propre monnaie électronique. Oui, absolument. Donc, en France, la CPR a lancé un appel à projets au courant de cette année et a sélectionné 8 projets en fait, pour tester un crypto-euro. L'idée est de pouvoir tester en fait, le système blockchain pour l'échange monétaire. Quelle autre actualité dans l'univers financier et le monde de la blockchain ? Alors, c'est extrêmement riche, il y a énormément d'actualités. Ce que je regarde de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la DeFi, la Decentralized Finance, la finance décentralisée, qui sont vraiment des applications où on va pouvoir utiliser chaque brique d'une application décentralisée et au fur et à mesure, on a vraiment des cas d'usage très concrets, très complets. Typiquement, sur le prêt, on va pouvoir prêter de l'argent ou se faire prêter de l'argent très facilement sur Internet sans rencontrer les gens ou sans banque. C'est-à-dire que
je veux acheter une voiture demain, j'ai besoin de 10 000 euros, je vais faire une demande de prêt sur Internet et puis 100 personnes vont me prêter 100 euros. Absolument, ça va être collatéralisé dans un smart contract, on va vous demander un gage. Donc de mettre en séquestre, entre guillemets, un objet de valeur. Et puis les prêteurs vont pouvoir se rémunérer avec des taux d'intérêt. Donc ça, c'est des usages en effet révolutionnaires. Ça rappelle en effet la naissance d'Internet avec cette décentralisation. C'était de l'information à l'époque. Maintenant, c'est sur un autre niveau de confiance, comme l'argent. C'est pour ça que certains pensent que c'est l'évolution naturelle d'Internet, cette blockchain. Tout va être décentralisé. On ne sera plus obligé de passer par un acteur central, qu'il soit État, banque ou autre. Oui, complètement. En fait, c'est pour ça qu'on dit souvent que la blockchain, c'est l'Internet de l'échange des valeurs, ce qui permet d'échanger de la valeur de façon fiable, de façon décentralisée entre différentes personnes, sans passer par une banque ou un tiers de confiance. Et aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il faut juste une connexion Internet demain avec la blockchain pour pouvoir avoir son compte bancaire, son propre compte bancaire, entre guillemets, quoi. Oui, on imagine la révolution très importante que cela engendre. Et pourtant, ça met du temps à arriver dans nos vies quotidiennes. On voit bien le concept, c'est un petit peu comme au début d'Internet. Finalement, les usages, on imaginait toutes les potentialités, mais ça a mis 20 ans à arriver dans nos vies. C'est un peu la même chose. Ouais, c'est un peu la même chose. Alors moi, je n'ai pas vécu en tant qu'entrepreneur la veille d'Internet, mais l'adoption va se faire de façon diffuse. Pourquoi ça prend du temps? Parce que ce n'est pas améliorer des process existants, c'est vraiment changer de modèle. Donc on change de paradigme complet. Et donc il faut des infrastructures, il faut des financements et il faut des réglementations qui sont adaptées. Donc tout ça prend du temps. Et il faut des entrepreneurs comme vous qui prennent des risques. Voilà, qui prennent des risques et qui dépensent leur énergie à faire changer ce système. Justement, on va parler de ce marché. Alors, qu'est-ce qui pousse ces entrepreneurs à prendre des risques? Qu'est-ce qui les pousse finalement à entreprendre dans cet univers qui est prometteur, mais en effet long à se mettre en place? Parce qu'il faut que tous les maillons de la chaîne, tous les dominos basculent. Voilà, qu'est-ce qui peut pousser, pourquoi est-ce que c'est un Eldorado ce marché? Qu'est-ce qui fait rêver? Qu'est-ce qui fait briller les yeux des entrepreneurs? C'est un peu comme si on fait toujours le parallèle avec Internet, c'est qu'à partir du moment où on se rend compte du potentiel en fait, de changement que va apporter la blockchain, on se rend compte que le système actuel, il y a plein d'imperfections et puis il y a plein de choses qu'on peut améliorer ou voire complètement changer. Et les acteurs traditionnels, en fait, ont des business models qui tournent avec des choses qui sont beaucoup plus lourdes à bouger. Donc c'est là où il y a une opportunité pour les startups, c'est d'aller plus vite et de pouvoir se saisir ou réinventer un modèle existant grâce à la blockchain plus rapidement. Pourtant, on a l'impression que ces acteurs traditionnels, qui ont vu parfois les déboires d'autres acteurs traditionnels sur d'autres industries, sont en train de se réveiller. Je pense aux banques qui lancent des initiatives, aux banques centrales, on en a parlé. Est-ce que vous le voyez, ça? En fait, finalement, c'est des concurrents? Oui, complètement. Enfin, pas des concurrents, mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu un premier mouvement incontrôlé, on va dire, d'innovation des startups et les banques. Au début, on faisait vraiment pas attention. En fait, c'est souvent ils font pas attention, après ils ont peur et après ils adoptent. L'open banking, pour moi, c'est vraiment le moment, et encore une fois, c'était drivé par la régulation, mais l'open banking, ça a permis vraiment aux banques de se dire, plutôt que de vouloir de concurrencer des startups, on va travailler avec des startups. Donc il y a certains projets comme les stablecoins, où c'est des projets très très gros, donc une startup toute seule, c'est difficile pour elle d'y aller. Mais il y a plein d'innovations où justement les startups vont pouvoir travailler avec des banques sur des cas d'usage très concrets, où on va être plus sur une collaboration et notamment de la circulation de la donnée, etc., qui est assez intéressante. Vous voyez beaucoup, en France, un terreau riche d'entrepreneurs qui Niveau blockchain, qui travaillent sur ces sujets? Oui, alors l'écosystème blockchain en France, il est encore relativement petit. Il est petit, mais il est de qualité, je pense. Il est plutôt actif, le régulateur est plutôt bienveillant et plutto proactif, donc ça c'est très bien. On ne veut pas laisser passer cette révolution comme on en a laissé passer d'autres. Oui, absolument. Je pense qu'on fait souvent... Alors moi, je connais moins le marché de l'intelligence artificielle, mais on fait souvent le parallèle en disant que l'Europe a un peu raté le virage de l'intelligence artificielle et la blockchain, en termes de potentiel économique derrière, c'est quelque chose qui ne va pas forcément rater. Donc ça motive à faire bouger les choses. Alors on parle beaucoup de la blockchain dans l'univers financier. C'est lié à Bitcoin finalement qui a été le premier usage d'une blockchain.
Mais ça va au-delà, en fait. Finalement, on peut blockchainiser des examens, un permis de conduire. Ça permet de suivre des conteneurs sur des paquebots à travers la planète. Il y a plein d'usages. Ouais, plein d'usages. En fait, à partir du moment où on a besoin d'avoir une traçabilité, donc typiquement la supply chain, c'est un bon exemple. À partir du moment où on a besoin d'avoir de la transparence, il y a d'autres cas d'usage, c'est très intéressant de pouvoir voir en fait ce que la décentralisation est en mesure d'apporter. Pas uniquement. C'est vrai qu'aujourd'hui on met beaucoup en avant, et encore dans l'esprit de la plupart des gens, en fait la blockchain est associée au Bitcoin, qui est associée à la spéculation ou à la fraude ou payer des choses sur Internet, etc. Mais en réalité, de faire du transfert d'argent, typiquement quand on regarde pourquoi les stablecoins c'est aussi important et pourquoi ça peut vraiment changer les choses. C'est qu'aujourd'hui, nous, on le voit concrètement dans notre activité, c'est que faire un virement sur Internet, ça prend 48 heures à être traité. Sur la blockchain, faire un virement, donc si on avait du crypto-euro, en fait, je pourrais vous virer de l'argent de façon instantanée. Et à terme, ça peut remplacer complètement les infrastructures Swift SEPA avec des serveurs centraux. Donc, il y a un potentiel qui est énorme là-dessus. Est-ce qu'il ne manque pas finalement un entrepreneur emblématique? Il y a eu Steve Jobs pour l'iPhone, Elon Musk pour la voiture électrique. Si je résume à grands traits, Bill Gates pour le système d'exploitation. Est-ce que finalement, le fait que l'inventeur du Bitcoin soit anonyme, que ce soit une légende, que ce soit un peu vaporeux, limite sulfureux, est-ce que ça ne manque pas finalement un entrepreneur qui porte ce combat de la blockchain? Alors, on en a un. Il y a le fondateur d'Ethereum, concrètement. Ah oui, Vitalik Buterin, ouais. Mais l'histoire de la blockchain est hyper intéressante et c'est pour ça aussi que les prochaines générations sont hyper focus sur les cryptos, etc. Parce que c'est une histoire pas sulfureuse, mais c'est vrai que le créateur de la blockchain, on ne connaît pas qui c'est. Le fondateur d'Ethereum, c'est une personne aussi assez, on va dire, pas geek, mais un peu décalée par rapport à des chefs d'entreprise classiques. Ouais. Et il y a une vague vraiment... en plus, tout est open source. La plupart des blockchains sont open source. Donc, il y a vraiment un aspect communautaire qui est hyper fort, qui est hyper intéressant. Donc, je pense que des chefs d'entreprise emblématiques sur la blockchain, Vitalik, pour le coup, c'est quelqu'un qui porte vraiment tout ce mouvement aussi de DeFi qui est assez intéressant. Et derrière, ils ont aussi capitalisé sur notamment Consensus, qui est un peu le bras armé de service d'Ethereum qui permet d'avoir des cas d'utiliser la blockchain Ethereum sur des cas très concrets derrière. Oui, parce qu'il faut dire que la blockchain, ce n'est pas qu'un usage financier, il n'y a pas que de la monnaie derrière, ce n'est pas que les cryptos, mais c'est aussi des contrats de confiance, on pourrait dire. C'est des contrats de confiance, absolument. Ce qu'on appelle les smart contracts, en fait, c'est la capacité à pouvoir programmer, encoder en fait, des conditions pour faire une transaction, qu'on puisse auditer ces conditions et aussi qu'on ne puisse plus les changer, c'est-à-dire qu'on est immuable en fait. Et la confiance, c'est la clé du business. Sans ça, difficile de faire des échanges. Dans des cas, alors on en parlait beaucoup en rigolant pendant le confinement, mais on disait tous les personnes qui devaient prendre des vols, des avions qui ont été annulés ou des Ryanair qui disaient que les gens seraient remboursés dans plus d'1 an parce qu'il y a énormément de demandes à traiter, etc. Typiquement, quand vous achetez un billet d'avion sur Internet, demain, avec un smart contract, si le vol est annulé, vous pouvez être remboursé instantanément. Donc, c'est des petits cas d'usage comme ça, il y en a des milliers, quoi. Mais ce qui n'est pas forcément l'intérêt des compagnies, en l'occurrence. C'est un autre sujet. On va tout de suite passer à ce que vous faites. Comment est-ce que vous entreprenez dans cet univers? Alors, votre entreprise s'appelle Blockpulse. J'aime bien souvent demander d'où vient le nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? Deux choses. Il y a blockchain, bloc, et pulse, propulser. En fait, l'idée étant qu'on permette de faciliter les opérations d'émission de titres financiers, donc potentiellement dans le cadre de financement d'entreprise. Donc l'idée, c'est de propulser plus vite grâce à la blockchain. Oui, votre idée de départ, c'est ça. C'était de simplifier la vie actionnariale d'une start-up. Comment est-ce que finalement les actionnaires pouvaient disposer de cet outil de la blockchain sans avoir finalement toutes ces lourdeurs juridiques, puisque vous venez de cet univers? Oui, absolument. En fait, on fait plusieurs choses. Donc, moi, je suis ancien avocat en droit des sociétés, donc j'ai pu voir en fait tout le traitement juridique et artisanal entre guillemets d'une opération sur le capital d'une entreprise, et à quel point en fait cette non-digitalisation entraîne des lourdeurs, des coûts, des délais, etc. Et à quel point en fait la digitalisation d'une part et aussi l'automatisation d'autre part sont hyper intéressantes parce qu'il y a énormément de gains d'efficacité derrière. Nous, notre métier aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir en fait digitaliser toute la gestion actionnariale d'une entreprise. Donc ça comprend faciliter les opérations d'émission de titres, donc typiquement faciliter les levées de fonds, faciliter les plans d'attribution
beaucoup de startups associent des nouvelles personnes à leur capital. Mais également tout ce qui est côté investisseur, pouvoir faciliter l'investissement, la gestion de son portefeuille dans le non-coté notamment. On peut prendre un exemple concret du monde d'avant et de ce que votre solution offre? Alors nous, on aime bien parler d'actionnariat digital par exemple parce qu'il y a énormément de composantes qu'on va pouvoir trouver avec la blockchain et aussi de façon réglementairement autorisée qu'on n'avait pas avant. Typiquement, quand on parle d'actionnariat digital, on a 3 piliers qui sont intéressants. Le premier, c'est qu'on parle d'un actionnariat dynamique, c'est-à-dire que toute entreprise aujourd'hui a l'obligation de tenir un registre de mouvement de titres, société par action non cotée. C'est un cahier, un papier, vous devez aller au greffe, vous déplacer, faire paraffer. La blockchain permet de substituer ce registre papier et de se déplacer au greffe par une tenue de registre blockchain. Donc la partie dynamique de l'actionnariat grâce à la blockchain, c'est justement de pouvoir mettre à jour en temps réel à la fois l'étape de capitalisation, donc la photographie de la composition du capital social d'une entreprise, et les registres de mouvement, qui est plutôt le film de ce qui se déroule dans l'entreprise d'un point de vue capitalistique. La deuxième chose qui est intéressante, c'est la programmabilité de l'actionnariat. Donc on va pouvoir anticiper et automatiser le traitement d'un certain nombre de choses, notamment de clauses et notamment des choses liées aux cessions de parts. Et puis la dernière chose qui est très intéressante liée à la blockchain, et notamment sur les titres non cotés, c'est tout ce qui est lié à la transférabilité. Donc c'est pour ça qu'on parle qu'à terme, le marché du non coté pourrait devenir liquide de la même manière qu'un marché boursier coté, puisque la blockchain permet d'échanger des titres en fait. Oui, ce serait une grosse innovation de fluidifier finalement ces actifs, et on comprend bien l'enjeu que c'est pour les startups et le marché que ça représente. Quel est l'accueil justement des startups qui devraient plutôt être sensibles à ce que vous offrez? Ouais, alors nous on a fait un pari qui n'est pas trop mettre en avant la blockchain pour le coup, parce qu'on est plutôt pour améliorer les process métiers et aussi lever des fonds de façon moins chère, de façon beaucoup plus efficace, et offrir une meilleure expérience digitale à un investisseur, un salarié ou à tout actionnaire de l'entreprise. Donc on est vraiment sur l'expérience utilisateur avant de mettre en avant la techno. On pense que si on veut vraiment viser le mainstream, il ne faut pas forcément mettre en avant la techno qui peut encore effrayer malheureusement, mais plutôt mettre en avant en fait, les gains d'efficacité et à quel point en fait, on va pouvoir optimiser les choses. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est encore une approche assez centralisée, c'est-à-dire que c'est vous qui allez héberger la techno finalement et tous ces registres? Alors, nous, on est basé sur une infrastructure blockchain. Après, pour différentes raisons, pour l'instant, on est sur une blockchain privée. Parce qu'on gérait des titres financiers, on a besoin de connaître l'identité des actionnaires. Les cas d'usage sur les titres financiers sont un peu plus compliqués à mettre en place sur une blockchain publique, et notamment dans les échanges. Parce que demain, si vous êtes sur une blockchain publique, n'importe qui sur Terre, potentiellement qui a une connexion Internet, pourrait acheter des actions d'une start-up. Or, en fait, dans une société non cotée, on a un fort intuitu personné dans les actionnaires. Donc, on n'a pas forcément envie que tout le monde puisse y accéder. Ou alors, à partir du moment où on décide que tout le monde puisse y accéder, savoir exactement qui c'est, d'où il provient, etc. Donc paradoxalement, il y a un rôle central encore. On a encore des interventions de tiers de confiance pour l'instant, notamment sur la partie KYC, puisque les KYC sont faites de façon... Donc ça, c'est l'identification en effet des actionnaires. C'est exactement ça, c'est l'identification de tout utilisateur et puis la provenance des fonds également. Avec une question sous-jacente aussi, c'est qu'est-ce qu'il arrivera à ces actions, qu'est-ce qu'il arriverait à ces actions si Blockpulse, ce qu'on ne le souhaite pas, disparaissait demain? C'est beaucoup de nos clients nous posent cette question. C'est toute la question aussi de où vont ces smart contracts. Ouais. Alors en fait, si vous voulez, en tant que mandataire de registre blockchain, en fait, nous on a des obligations de mettre en place des systèmes de réversibilité des données, et notamment de pouvoir permettre à un client, une start-up, potentiellement de pouvoir repartir dans le monde d'avant, dans le monde réel, on dit. Donc de pouvoir télécharger à la fois ses contrats, à la fois ses tables de capitalisation, ses registres de mouvement. En fait, on arrête l'aspect blockchain, mais la société ne perd pas pour autant son actionnariat. Ou elle pourrait continuer à la faire vivre électroniquement? Oui, absolument. Ça fait partie des gros enjeux d'infrastructure notamment, c'est de pouvoir avoir une portabilité en fait, sur les actifs. Et c'est pour ça qu'on parle d'interopérabilité entre différentes blockchains. Là-dessus, c'est en pleine construction le marché. Mais à terme, oui, en fait, vous pourrez et ça rejoint aussi tout le mouvement de finances décentralisées, c'est de pouvoir en fait exporter. Vous êtes propriétaire de vos données, peu importe la plateforme dans laquelle vous allez l'utiliser. Ouais. Quand vous souhaitez partir de telle plateforme, vous allez sur notre plateforme. Oui, comme ça se passe sur des messageries électroniques ou ou des réseaux sociaux. Absolument. Le gros changement de paradigme qui est important aussi, qui est intéressant, c'est de comprendre que la création de valeur, elle n'est plus forcément au niveau de l'application, comme des Facebook, où vraiment toute la data est détenue dans un serveur central par une entreprise. C'est qu'elle est de plus en plus en fait, distribuée au niveau d'un protocole. Donc vous êtes propriétaire beaucoup plus
qu'avant de vos data, et donc la richesse se crée de façon beaucoup plus... il y a un effet de réseau plus important, en fait. Bien sûr, c'est la vraie... c'est Internet dans son essence la plus pure. C'est ça. Bon, on va s'intéresser maintenant à vous, Thibaut, en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce sens de business ? Alors Thibaut, vous l'avez rappelé, votre parcours est juridique, vous étiez avocat d'affaires, et vous avez dit, tiens, c'est un formidable moyen de faire évoluer ce business, ce métier. Alors, je ne suis pas tout de suite parti dans les legal tech. J'ai eu tout d'abord le goût de l'entrepreneuriat, c'est vrai, parce que le droit des affaires, vous êtes en contact avec des entreprises, vous comprenez aussi les problématiques. Et moi, j'ai eu envie de voir au-delà du juridique. Passer de l'autre côté du miroir. Ouais, j'avais des amis entrepreneurs et puis ça m'a attiré. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Pas de regret de ce changement par rapport à vos copains qui sont restés avocats? On n'en parle beaucoup, mais... Non, c'est deux modes de vie différents. C'est peut-être plus risqué, peut-être plus stressant encore que le métier d'avocat, qui est quand même un métier très, très prenant aussi. Mais après, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment un mode de vie, c'est une passion. Enfin, on s'investit tellement qu'au bout d'un moment, on oublie que c'est un métier, quoi. Et quel a été le déclic alors? Ça s'est fait par étapes, d'après ce que je comprends. Ouais. Absolument, ça s'est fait par... En fait, moi, en 2014, donc, je travaillais sur la réglementation du crowdfunding equity, et puis de fil en aiguille, j'ai vraiment creusé ce marché de financement participatif sur Internet. Donc, je me suis beaucoup intéressé à ça, qui est aussi les prémices au final des ICO et maintenant des STO. Et j'ai voulu rejoindre, j'ai regardé vraiment le marché, les opportunités de marché, tout d'abord de création. Et puis à l'époque, je ne me sentais pas armé pour lancer mon entreprise tout seul. Donc j'ai rejoint un premier projet en 2015 où j'ai passé 2 ans et demi. J'ai fait mes premières armes commerciales, commencé à comprendre aussi comment fonctionnait un logiciel, comment construisait un logiciel, avant de créer Blockpulse en début 2018. Quoi. Et là, vous l'avez créé seul. Vous êtes Blockpulse. Oui. On a créé ça à plusieurs. Après, la vie entrepreneuriale fait qu'on a eu des fondateurs qui sont un peu arrivés, repartis. Au début de projet, c'est un peu compliqué de trouver un socle. Aujourd'hui, on a une équipe de 6 personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est venu de vous, l'impulsion. Parfois, il y a des co-créations. Là, c'était... Alors, oui, la paternité, en fait. L'aspect juridique du projet aujourd'hui, clairement, c'était de par mon background juridique. Après, un des cofondateurs travaillait dans une boîte qui s'appelait Napoleon X, qui était une première des ICO françaises. Donc l'aspect crypto aussi, blockchain, c'est vraiment été un melting pot en fait, d'idées qui mêlait à la fois IT, finance et droit. Quoi. Alors on appelle cette émission Business Models parce qu'on aime bien faire référence aux modèles qui inspirent les entrepreneurs. Est-ce que vous avez eu des entrepreneurs qui vous ont inspiré, connus ou pas connus d'ailleurs Ça peut être des figures plus locales. Alors des figures locales, moi je suis assez impressionné par la réussite de Conto. Ils ont réussi à faire en moins de 2 ans, créer, je crois qu'ils ont passé la barre. C'est une néobanque, hein. C'est une néobanque, oui, absolument, qui est un établissement de paiement, qui ont un établissement de crédit, qui a réussi à avoir plus de 100 000 clients en l'espace de 2 ans post-lancement, c'est assez impressionnant. Après, d'un point de vue plutôt international, entre guillemets, je regarde de très près ce que fait Elon Musk. Comme pas mal de gens. Ça, c'est un nom qui revient tout le temps, forcément. C'est un extraterrestre. J'ai regardé justement la conférence de presse vendredi soir de Neuralink. Ils sont en train de créer une interface cerveau-machine, en fait, qui est juste... qui donne le vertige, en fait, puisque c'est un potentiel incroyable derrière. Quoi. Et ce qui est fascinant, je pense, avec cet entrepreneur, c'est qu'il ne fait pas un seul projet, mais il est sur tellement de projets et tellement ambitieux chacun d'entre eux que... Ça fascine forcément tous les entrepreneurs. Vous, donc, vous projetez comment? Quels sont vos rêves En tant qu'entrepreneur Oui, pas en tant que footballeur. J'aimerais bien voir les étapes aussi. Alors, on a toujours envie de dire j'ai déjà envie d'avoir réussi, mais en réalité, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la construction du projet, de voir les étapes passées. Absolument. On a recruté nos premiers salariés, on est en train de former l'équipe. Voilà, c'est pouvoir vivre en fait toutes ces expériences avec les hauts et les bas, etc. C'est pouvoir être force d'innovation, force de proposition aussi sur un marché juridique qui aujourd'hui a besoin, même les avocats ont besoin d'innovation sur leur secteur.
Et c'est pouvoir apporter plus de facilité en fait, aux entrepreneurs, pouvoir toujours stimuler encore plus la création d'entreprises en France. On essaie de participer à ça, quoi. D'accord, c'est ça qui vous donne envie de vous lever le matin. À ce stade, ouais, c'est ça qui m'attire. Et vous voyez rester longtemps à la tête de l'entreprise. Alors je sais bien qu'une des qualités de l'entrepreneur, c'est d'être pragmatique. Il n'y a pas forcément de... Mais parfois les rêves font avancer aussi. Est-ce que vous dites, tiens, j'aimerais piloter cette entreprise le plus longtemps possible ? Alors aujourd'hui, on continue d'être étonné par le potentiel de notre projet mois après mois et cas d'usage après cas d'usage, parce qu'on se rend compte que ça nous dépasse. C'est vraiment la tokenisation d'actifs financiers. C'est quelque chose qui va prendre du temps, évidemment, mais c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Donc là-dessus, j'espère en tout cas que la boîte puisse vivre assez longtemps et se développer suffisamment pour qu'on puisse aller explorer toutes ces opportunités, quoi. Et qu'est-ce qui vous manque le plus ? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais vous donner ? En termes de... Alors, ce qui manque aujourd'hui, on va dire, c'est des cas concrets. On réfléchit beaucoup à la structuration, la structuration d'assets, en fait, via la tokenisation, qui pourrait avoir comme sous-jacent plusieurs assets de start-up. On aime beaucoup explorer ce cas d'usage qui permettra à terme potentiellement d'investir non pas dans une start-up pour soutenir l'économie réelle, mais de pouvoir soutenir l'économie locale en investissant dans l'incubateur, typiquement Euratechnologie à Lille ou Station F à Paris. C'est des cas d'usage qui sont hyper intéressants, qu'on regarde de près, quoi. D'accord. Donc c'est ces impulsions-là qu'on essaie de trouver les bons relais, en fait. Bon. Eh ben, écoutez, on vous souhaite longue vie, Blockpulse. Vous reviendrez nous raconter, j'espère, les aventures de cette belle entreprise. Et puis, merci d'avoir participé à cette émission Business Models. Merci de m'avoir invité. À bientôt, Thibaut. Au revoir. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.